Des jeunes avec Monsieur Chermbaud sur notamment l'éducation. Donc Chermbaud, la parole est à vous sur le volet éducation. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, très cher Sobel. Je voudrais à mon tour saluer l'Assemblée et les initiateurs de cet important événement. Je crois que nous en avons besoin. Il nous faut apprendre à nous parler, à mutualiser nos réflexions pour être plus efficaces. Et ça, pour nous, c'est un aspect important. Je voudrais, avec votre permission, saluer la présence d'une personne. Je ne peux pas être en assemblée quand je la vois sans la mettre en exergue, cette personne. Il s'agit de quelqu'un avec qui j'ai fait plus de 40 ans dans le scoutisme et quelqu'un qui m'a accompagné dans la naissance de l'organisation aujourd'hui que je pilote, la COSIDEP. Cette personne s'appelle Moussa Mbaye. Moussa, merci. Chaque fois que je vous vois, je suis très rassuré. Et je vous assure que la société civile peut être fière de lui. C'est un esprit positif, un esprit constructif. Et voilà, véritablement, je ne peux pas ne pas dire ça. Parce qu'on doit aussi apprendre à nous reconnaître. Reconnaître la valeur de l'autre. Ça, c'est une valeur importante dans l'éducation. Alors, je voudrais, comme première recommandation, demander aux initiateurs de collecter systématiquement toutes nos productions. Parce que ce que nous allons présenter, évidemment, ne sera pas exhaustif. Il y a beaucoup de productions, beaucoup de rapports alternatifs, beaucoup d'expérimentations sur le terrain qui ont été capitalisées. Et ces éléments-là devraient être collectés et cités. Sourcés, c'est important qu'on puisse sourcer ça parce que cela montre encore une fois qu'on a une société civile très active, une société civile qui est très productive. Et dire que ma présentation succincte d'une dizaine de minutes sera complétée par aussi un éminent secrétaire général, Malik Youm, qui pourrait certainement adresser certains aspects pour nous qui sont essentiels. Je voudrais articuler mon intervention sur 5 points, évidemment comme demandé, 5 slides. D'abord sur les données, la problématique des données et des évidences, l'accompagner de 2 ou 3 recommandations. Ensuite, la problématique des crises, comment nous subissons ces crises avec 2 recommandations. Les exigences d'un état des lieux, les principes directeurs sur lesquels nous devrons nous fonder pour réorienter le système éducatif. Et enfin, le sens de la refondation qui est en souhaité. Donc ces 4 points, pour nous, sont les points sur lesquels on voudrait se fonder et les accompagner toujours de 2 recommandations. Sur les données, je crois que Sobel l'a dit, nous avons une situation qui, encore une fois, montre que nous devons faire preuve de plus d'humanisme en parlant d'éducation. Regardez le taux brut de scolarisation, très faible, 83% en 2024, donc beaucoup d'enfants qui ne sont dans aucune structure éducative. Ça doit nous interpeller. Nous avons l'habitude de dire que si vous et nous sommes arrivés à apprendre, à étudier, que ce soit en français, en arabe ou dans une autre langue, c'est parce que d'autres ont contribué pour nous, y compris les analphabètes. Donc nous devons faire preuve de générosité et d'humanisme et nous mobiliser pour qu'il n'y ait plus un seul enfant qui ne soit dans aucune structure éducative. Mais la situation, c'est le taux brut de préscolarisation, 18%. Ça veut dire que c'est 2 enfants sur 10 qui ont la chance d'être préscolarisés. Et tout le monde connaît le lien qui existe entre la préscolarisation et la qualité de l'éducation. Mais la situation aussi, c'est le taux brut de scolarisation au niveau du secondaire, qui est aussi très faible. Ça veut dire que le peu que nous inscrivons n'arrive pas à continuer les études comme il le faut. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de performance qui existait. Le taux d'analphabétisme, je crois qu'il faut peut-être réviser compte tenu des données récentes qui ont été hier, en tout cas partagées avec la NSD, mais qui étaient encore à 54%. Ça veut dire que les jeunes, nos femmes, notamment, ne sont pas alphabétisés dans aucune langue. Et donc, en termes d'autonomisation, cela pose évidemment un problème. Mais en 2016-2017, l'UNICEF, l'USAID et la COSIDEP ont pu trouver un chiffre sur les enfants qui sont hors école, 1 500 000. Et ça doit nous parler, ça doit nous mobiliser, ça doit nous inquiéter. Si nos enfants sont scolarisés et d'autres ne le sont pas, évidemment que même nos enfants, eux, ne sont pas en sécurité. Donc la problématique du droit à l'éducation, de l'effectivité du droit à l'éducation, doit être une préoccupation forte pour nous tous. Cela y va de la sécurité de ces enfants, mais cela y va aussi de la sécurité des enfants de familles même scolarisées. Donc ça, c'est une question d'injustice, parce que le droit
dans notre pays, dans la Constitution, loi d'orientation, article 3 bis, il est dit que tous les enfants ont droit à accéder à l'école et cette obligation repose sur l'État. Et donc, de ce point de vue-là, cela constitue évidemment une préoccupation. Mais face à ça, on se rend compte que ce que nous avons de l'autre côté, c'est des données sur les ratios de qualité qui montrent que même ceux qui sont inscrits à l'école ne sont pas dans les meilleures conditions d'études. Vous avez, normalement, nous devons avoir un enseignant pour 45 apprenants. Nous en sommes à un enseignant pour plus de 60. Ça veut dire qu'on n'a plus des enseignants qui enseignent l'élève. Mais c'est des enseignants qui enseignent la classe. Et libre à chaque enfant de se débrouiller. Ou en tout cas de se faire accompagner par ses parents à domicile. Cette dimension-là, évidemment, est inquiétante. Vous avez aussi très peu d'inspecteurs. Inspecteurs pas dans le sens policier, mais d'inspecteurs en termes d'accompagnement, d'encadrement. Vous avez besoin d'avoir un inspecteur pour 50 enseignants, pour s'assurer que les enseignants sont régulièrement mis à jour, parce que le monde va vite, mais vous êtes à un inspecteur pour 250 enseignants. Ça veut dire qu'il y a des enseignants qui n'auront jamais la chance d'être suivis, d'être accompagnés, d'être mis à jour. Or, les choses vont vite. Ça doit être une préoccupation. Vous avez la situation aussi des psychologues conseils. La norme voudrait qu'on ait un psychologue conseil pour 300. Parce que vous savez que le dispositif de guidance scolaire, le dispositif d'accompagnement scolaire, il est important. Les enfants ont besoin d'être orientés, d'être écoutés, d'être soutenus. Or, avant, dans nos familles, il y avait la badienne qui était là, les Nidjaï qui pouvaient peut-être jouer ce rôle de psychologue conseil. Aujourd'hui, nous avons encore des familles nucléaires. Nous avons plus que jamais besoin d'avoir des hommes et des femmes qui encadrent nos enfants, qui les écoutent et qui puissent évidemment les guider par rapport à eux. Beaucoup d'enfants ont échoué parce qu'ils ont été mal orientés, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment encadrés, parce que nous sommes certains que tous les enfants ont du talent. Vous avez un psychologue conseil pour plus de 11 000 enfants. Seulement au niveau du moyen secondaire. Un psychologue conseil pour 11 000. Ça veut dire que nos enfants n'ont pas la chance d'être accompagnés, d'être soutenus pour pouvoir être bien orientés. Les données démographiques, je ne reviens pas, parce que Sobel les a suffisamment bien soulevées. Une population essentiellement jeune. La moitié des Sénégalais devraient être à l'école, 19 ans. 19 ans, c'est l'âge scolaire. À l'école dans son sens large, soit dans nos écoles classiques, ou dans des daras, ou alors dans des centres de formation. La moitié des Sénégalais. 3/4 des Sénégalais moins de 35 ans. Sobel l'a dit, le président de la jeunesse, là, ce qu'il refuse, l'a réaffirmé. Alors, donc, vous avez 34% des jeunes à un âge de 15-24 ans qui ne sont ni dans l'éducation, ni dans une formation, ni employés. Donc, la question, c'est où est-ce qu'ils sont? Que font-ils? Ne sont-ils pas laissés à la merci de tout et de rien? Quels sont les risques qui planent autour d'eux? Mais les données, c'est aussi, évidemment, que vous avez 18%. Vous avez, ça c'est l'ANSD qui nous le dit, que le taux de chômage est d'autant plus élevé que l'on est instruit. Cela peut-être explique l'émergence de l'informel, qui représente 90%. Donc cela aussi est inquiétant. Et cela peut-être n'est pas un élément qui puisse encourager. On nous dit, l'ANSD nous dit, 13,5% chez les analphabètes, le taux de chômage, il est de 18% chez ceux qui ont terminé le secondaire et de 23% pour ceux qui ont terminé le cycle universitaire. Cela est inquiétant. Alors tout cela nous amène évidemment, ce contexte lié à ces données, nous amène à vous faire deux propositions, deux recommandations. La première recommandation, c'est qu'il nous faut certainement travailler à renforcer la résilience du système éducatif par sa mise aux normes. Si nous voulons avoir un système éducatif où chaque enfant a la possibilité de réussir, où on a la possibilité de détecter le talent qui dort en chaque enfant, de l'accompagner pour qu'il soit utile à soi, à sa famille et à la société, il faudrait qu'on puisse mettre aux normes nos écoles. Et ça, pour le faire, il faut résorber les besoins en enseignants. Nous, on ne parle pas de déficit. Hein. Le ministère de l'Éducation parle souvent de déficit. Nous, on parle plutôt des besoins en enseignants. C'est ça qui est plus ambitieux. Les déficits, c'est juste une perspective de gestion. Les besoins, c'est dans une perspective de planification. Les déficits, c'est comment remplacer les enseignants qui sont partis à la retraite, qui sont décédés, mais en gardant, en maintenant l'école, l'éducation telle qu'il est. Donc des classes pléthoriques.
Par contre, quand nous parlons évidemment de besoins, nous nous interrogeons à la mise aux normes et à la prise en compte de tous les enfants, y compris ceux qui sont exclus. Deuxième recommandation sur cet angle, c'est de garantir l'approvisionnement en eau, la disponibilité. Nous pensons que l'environnement des apprentissages devrait être davantage adressé. Toutes les crises que nous avons traversées nous disent que l'école, ce n'est pas seulement la classe, le tableau et l'enseignant. Or, notre environnement des apprentissages ne répond pas toujours aux normes. Et donc, sur cet angle-là, nous avons pensé qu'il fallait faire une proposition par rapport à ça. Alors, le deuxième aspect que nous soulevons, c'est évidemment la question des crises multiformes qui assaillent le secteur de l'éducation. Et ces crises sont de différentes formes. C'est d'abord une crise de confiance qui est là. Crise de confiance qui fait qu'il y a une instabilité constante. Crise de confiance entre les acteurs, que ce soit le gouvernement et les syndicats. Crise de confiance entre la société et son éducation. Est-ce que la société se retrouve dans le type d'éducation qui est offert? Donc il y a cette crise de conscience qui est posée. Il y a la crise des valeurs qui a été soulevée régulièrement et qui nous interpelle sur les questions de civisme, de citoyenneté, mais aussi sur la question du vivre ensemble. Nous présentons les différentes offres d'éducation comme étant des offres concurrentes. Le DARA, l'offre formelle, au lieu que cela ne soit l'objet d'un antagonisme, il faudrait essayer de trouver des alternatives qui nous permettent de faire commercer ces offres et de voir quel est le socle minimal qu'il faille retrouver dans ces différentes offres et comment chaque offre pourrait apprendre et contribuer des autres. Mais aujourd'hui, nous le présentons en rival et cela évidemment pose problème. Crise des valeurs. Crise aussi de l'efficacité externe, de l'efficacité interne. C'est en termes de performance parce que vous allez au baccalauréat, la moitié des candidats échouent. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants? Vous avez sur 10 enfants au niveau du CFE comme du BFM, sur 10 enfants, 4 qui échouent systématiquement. Ça veut dire qu'il y a un problème, évidemment, d'efficacité interne, mais aussi d'efficacité externe. D'efficacité externe en termes d'utilisation des apprentissages pour résoudre des problèmes de la vie. Et nous avons aussi une crise des orientations sur la question des finalités de l'éducation, de l'encyclopédisme, on apprend trop, des cycles, de la durée du cycle, de la qualification, mais aussi de la problématique simplement du droit à l'éducation. La crise de la rationalisation des ressources. On semble être un pays champion en termes de ressources injectées. Mais nous avons encore des besoins non satisfaits. Ça veut dire ici, la distribution, la répartition des budgets reste une préoccupation. Qu'avons-nous prévu pour ce qui est des langues nationales? Moins de 1% de non formel. Et même si dans ce moins de 1%, 75% de ce moins de 1% est supporté par des étrangers. Ça pose problème. Donc qu'avons-nous fait par rapport à la problématique de l'équité? Avons-nous un budget qui soit fondamentalement destiné aux vulnérables, aux enfants qui en ont plus de besoin? Est-ce que nous n'avons pas un budget qui soutient les plus nantis d'entre nous? Donc la question de l'équité, de la sensibilité du budget. Il y a la question évidemment de la transparence. Si aujourd'hui nous cliquons pour savoir ce qui se passe, quelle est l'enveloppe qui est dédiée au remplacement des abris provisoires, est-ce que nous avons des informations en temps réel? Si nous ne réglons pas la question de la transparence, nous n'allons pas bénéficier de la solidarité des Sénégalais. Donc ces questions-là, pour nous, au-delà du volume qui est injecté pour le système éducatif, devraient être une préoccupation. Et sur cet angle-là, nous vous avons proposé aussi 2 recommandations. D'abord, c'est de recréer la confiance entre l'école et la société. Nous pensons aujourd'hui qu'un lieu public tel que l'école doit bénéficier de l'engagement solidaire de toutes les organisations communautaires. Nous avons mis sur la place Ubbitay Jangtay, qui était juste un prétexte pour mobiliser les communautés autour de l'école. Comment faire pour que l'éducation ne soit pas seulement l'affaire des acteurs directs, que l'ASC du coin, que les organisations communautaires, que tous puissent se retrouver autour de ce secteur? Pour nous, c'est un aspect essentiel. Deuxième proposition que nous avons formulée, c'est évidemment de faire de l'école un laboratoire qui construit des réponses pertinentes face justement à ces crises. Oui, l'école peut être impactée par des crises, l'école peut, en tout cas, être les cibles de ces crises, mais l'école doit pouvoir construire des réponses. C'est là où, évidemment, on est attendu. Le troisième aspect, c'est sur l'état des lieux. Nous pensons que l'état des lieux s'impose si nous voulons, dans la perspective de ce DISO, faire des propositions pertinentes. Il nous faut partir d'un état des lieux qui soit objectif et exhaustif. Parce que ça nous permet d'identifier les forces et les faiblesses, les défis et les enjeux, et de construire de vraies solutions. Parce qu'au Sénégal, nous l'avons l'habitude de le dire, nous avons souvent de fausses solutions.
Parce que nous avons des solutions qui sont fondées sur de la réaction. Nous réglons la question d'aujourd'hui, l'événementiel. Mais nous ne sommes pas dans véritablement les causes profondes qui justifient les perturbations d'aujourd'hui. Donc comment anticiper et être dans une autre perspective qui nous permette d'adresser les vraies solutions. Regardez, chaque fois qu'il y a crise, la sécurité routière, qu'est-ce que nous constatons? Ben, écoute, le gouvernement invite tous ceux qui sont autour du transport, les transporteurs, oubliant que certainement les solutions à ça, c'est un problème de comportement. Et ces comportements se construisent à l'école. Quand il y a eu les assises de la justice, nous avions élevé la voix. Parce que si nous sommes encore dans une perspective de répression, oui, on va inviter les acteurs directs qui sont dans la justice. Mais si nous voulons changer de perspective et même avoir pour ambition de remplacer des prisons par des écoles, nous devons faire en sorte évidemment que l'école puisse porter les valeurs que nous voulons et qu'il fasse évidemment qu'on ne soit pas toujours dans des situations conflictuelles. Donc ça, c'est une autre perspective qu'il nous faut mettre en avant. Et ça, nous pensons qu'il faut aller vers cet état des lieux. Cet état des lieux devrait nous permettre d'évaluer les programmes, les réformes et autres innovations. Le paquet, les assises nationales où nous avons mis 1 demi-milliard de nos francs, la CNES, l'UVS qui fait 10 ans, LMD qui fait 10 ans, il nous faut avoir la culture de l'évaluation. Nous n'évaluons pas ce que nous faisons. C'est pourquoi nous ne tirons pas tout le temps les leçons. Et nous pensons que, justement, cet état des lieux devrait aussi se fonder sur les demandes des communautés. Parce que ce sont les communautés qui sont les patrons et des décideurs et de nous autres. Donc comment faire en sorte qu'on ait une écoute plus positive, plus active de la part des communautés? Les commandes citoyennes, les commandes communautaires devraient avoir un peu plus de place. Et sur cet angle-là, nous avons une société civile très réactive et qui fait en tout cas beaucoup de propositions qui devrait nous amener évidemment à avoir un dispositif qui collecte les alertes, qui les analyse, qui les exploite. C'est ça qui nous permet d'être proactifs. Mais ensuite, évidemment, qu'il faut les lier à la vision souverainiste des nouvelles autorités, parce que c'est elles qui ont été aujourd'hui élues. Et cet angle-là, nous vous avons proposé aussi deux recommandations. C'est d'abord d'engager une transformation profonde de l'éducation. Mais engager ça, c'est interroger les finalités, interroger les offres éducatives, interroger les curricula, les attitudes, interroger l'organigramme du système éducatif, interroger son pilotage et sa gouvernance. Donc ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel pour aller vers ce fondement. Et nous avions dit au ministre de l'Éducation que ces 3 mois de vacances, nous ne devons pas sortir de ces 3 mois de vacances sans engager évidemment cette réflexion-là. Et ensuite, comme proposition, c'est d'opter pour un système d'éducation de formation qui soit à l'écoute des autres acteurs et secteurs. Parce que nous sommes persuadés que l'éducation devrait être cette usine qui capte les commandes. Il y a des difficultés dans la gouvernance, des difficultés dans l'agriculture, des difficultés dans la citoyenneté. C'est l'éducation qui devrait être cette usine-là qui bâtit ces hommes et ces femmes à même de pouvoir apporter les réponses des autres secteurs. Donc, comment éviter d'isoler l'éducation par rapport à la réflexion sur les autres secteurs et être pas seulement dans une perspective scolaire, mais dans une perspective éducation. Donc, si on change de perspective en écoutant mieux les autres secteurs, les autres commandes, nous pouvons évidemment construire de vraies réponses face à cela. Et je voudrais évidemment finir par les principes pour agir. Nous pensons qu'un des principes pour agir, c'est que nous devons avoir une éducation qui assure la base et le socle du vivre ensemble. La base de compétences pour le monde du travail. La base des consciences pour la citoyenneté. La base de l'éducation durable. Nous faisons les liens entre l'éducation, alimentation, l'éducation, environnement, l'éducation, santé. Comment donc décloisonner? Et ça, c'est le deuxième principe pour nous. Apprendre à décloisonner au niveau interne, intrasectoriel, entre les différents ministères qui ne se parlent pas suffisamment, mais décloisonner aussi au niveau intersectoriel, les différents ministères. Comme je le disais, il faudrait qu'on ait un système éducatif qui soit au centre de toutes les politiques éducatives et de toutes les politiques publiques. Décloisonner. Mais décloisonner, c'est aussi faire ce que Dissot est en train d'initier actuellement. Décloisonner aussi entre les acteurs que nous sommes. Parce que décloisonner, c'est dans la tête que ça se décloisonne. C'est dans la tête qu'on se rende compte que, oui, l'éducation est importante, que l'enseignant, c'est un élément qui est important, mais il n'est pas plus important que l'infirmier, qui n'est pas plus important que le chauffeur de taxi, qu'il n'est pas plus important. Décloisonner, c'est comprendre évidemment cette complémentarité qui doit exister entre nous.
Donc il nous faut changer complètement de registre de pensée. Regardez chacun d'entre nous, chacun est dans son secteur, cloisonné dans son secteur, considérant que c'est son seul secteur qui est important, considérant que sans la santé rien ne pourra avancer. C'est ça qu'il nous faut changer. Si nous comprenons les interconnexions, les interrelations qui doivent exister entre les secteurs, entre les acteurs, là nous nous respectons mieux et nous faisons plus de résultats. Mais le troisième principe, c'est justice et équité. Quand on parle d'éducation, évidemment, chers amis, c'est pour soutenir les plus vulnérables. Les vulnérables, ceux qui sont des individus vulnérables, handicapés, enfants, filles, les enfants qui sont dans le monde rural, les zones vulnérables, les zones frontalières, côtières, la profondeur du pays, vous allez dans le Kédougou, ceux qui sont dans les montagnes. Mais vulnérabilité des offres, vous avez des offres éducatives qui sont vulnérables. Les sous-secteurs qui sont vulnérables, les daras, la petite enfance. Donc quand on parle d'éducation, c'est d'injecter le maximum de nos ressources vers les plus vulnérables. Ce n'est pas pour nous, parce que nous avons, une chance, nous avons toujours des possibilités de nous en sortir. Regardez quand il y a eu le Covid, moi j'avais peut-être 10 000 francs pour accompagner mon enfant. J'avais peut-être une télévision pour pouvoir bénéficier du numérique. Mais comment faire preuve de plus de générosité et mettre le maximum des ressources vers les plus vulnérables. C'est cela qui est attendu de nous autres en tant que leaders. Quatrième principe, c'est la rationalisation des ressources. Le peu qui existe, comment rationaliser ça? Nous avons salué le fait qu'il y ait eu évidemment cette connexion entre la petite enfance et l'Agence nationale de la case de tout petit. Oui, ça se comprend maintenant. Vous avez 4 ou 5 ministères en charge de l'éducation, alors que vous avez très peu de ressources. Donc rationaliser, c'est ce qui est là. Le niveau central, nous avons un système éducatif qui est trop centralisé. Le pouvoir est au niveau du ministère. Donc ça, pour nous, c'est un aspect qui est. Et ça nous invite aussi à 2 recommandations. Première recommandation, c'est de revaloriser l'offre publique d'éducation. C'est ça qui fait justice. Quand on parle d'éducation, c'est pour les plus pauvres, les plus vulnérables. Et ces plus vulnérables comptent essentiellement sur l'offre publique d'éducation. Nous tous là, quand il y a des turbulences, nous avons nos solutions à côté. Donc pour nous, ça c'est un aspect qui est essentiel. Deuxième élément, c'est aussi de comprendre que tous les lieux d'apprentissage doivent intéresser l'éducation. Par conséquent, il nous faut garantir la régulation de l'offre privée d'éducation. Parce que nos enfants y sont. Et cette offre privée n'est pas suffisamment cartographiée. En 2011, on l'a cité, une école préscolaire privée où on a enregistré un décès, un enfant qui est décédé, parce que simplement l'école s'est effondrée. Quand on regarde, quand on interroge l'inspecteur, il nous dit « Je n'étais pas informé de l'existence de cette école ». Cela est grave. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons cartographier. Quand on parle d'école privée, très souvent, quand on ferme les yeux, on voit les grandes écoles privées. Non, il y a cette prolifération d'écoles privées qui sont comme des boutiques, et l'école, nous le rappelons, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas un produit. L'éducation, ce n'est pas un produit à vendre ou à acheter. Donc même ceux qui sont dans ces offres privées devraient être maîtrisés, cartographiés. Beaucoup d'entre nous ont commencé à injecter ce truc-là. Et ça nous amène finalement, Sobel, je vais finir par là, par des recommandations justement sur la refondation pour le développement durable. La première recommandation, c'est qu'on puisse disposer d'un plan qui traverse les régimes politiques. L'éducation, ça doit dépasser ces querelles politiques. Nous, on n'y croit pas. On doit avoir un plan suffisamment, un plan consensuel, construit de manière consensuelle, avec tous les leaders du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, en écoutant les communautés. C'est ça qui nous permet d'avoir un plan sectoriel qui traverse les régimes. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau régime, qu'on soit obligé de changer le plan d'éducation. Donc comment, pour cette fois-ci, garantir évidemment qu'on a un plan suffisamment puissant, solide et qui est capable de traverser toutes sortes de régimes pour un temps. Pour nous, c'est un élément qui est essentiel en termes de refondation. En termes de refondation, c'est réinterroger les concepts. Tout le monde parle de qualité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il faut qu'on s'accorde sur ces concepts-là. Les acteurs, quand on parle d'enseignants, écoute, on pense à l'instituteur, au professeur du CM ou du lycée. On oublie l'enseignant qui est dans le Dara. On l'oublie dans le budget. On l'oublie dans sa formation. Il faut réinterroger Quand on parle d'élèves, nous parlons de qui? Est-ce que c'est l'élève des écoles classiques? Ou est-ce que nous considérons aussi le talibé, l'enfant qui est dans un centre de couture? Si nous changeons de perspective, nous allons aussi accompagner ces structures-là.
Quand nous parlons d'école, nous devons être dans une perspective de lieu d'apprentissage, partout où nos enfants y sont. Donc ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel, parce que nous devons enfin comprendre qu'on apprend partout et on apprend en tout lieu. Ce que nous savons, le plus important de ce que nous savons, nous ne l'avons pas acquis de l'école. On l'a acquis à la plage, en jouant avec nos amis, avec la grand-mère, ailleurs, donc, et devant la télé. Donc nous devons considérer que tous ces lieux-là, c'est des lieux d'apprentissage. Quatrième, pour nous, élément dans la refondation, c'est de repenser les méthodes et les stratégies. Oui, il nous faut carrément changer de paradigme. Apprendre, je l'ai dit, dans sa langue d'abord. Apprendre à apprendre. Avant, c'est l'enseignant qui était le seul détenteur du savoir. Aujourd'hui, le savoir s'est démocratisé. Nous n'avons certainement plus besoin d'enseignants, mais nous avons besoin d'encadreurs. L'enseignant change complètement de perspective en encadrant ses enfants, en lui donnant les outils, les instruments qui lui permettent d'accéder au savoir. Parce que le savoir, maintenant, il est là. Il faut juste qu'en termes de méthodologie, qu'on change évidemment de perspective. Apprendre à entreprendre, apprendre à s'auto-motiver, apprendre à l'école, apprendre dans la rue, apprendre dans la communauté, apprendre en famille. C'est cela évidemment qu'il nous faut prendre en charge. Et c'est ça qui fera qu'on doit avoir un intérêt sur les médias, par exemple. Alors, cinquième et dernier élément de recommandation, c'est considérer l'éducation comme étant le terreau le plus fertile pour matérialiser la vision déclinée par les nouvelles autorités, les principes qui sont prônés et les questions nouvelles et les exigences citoyennes. Les nouvelles autorités nous parlent de Djoubanti. Il faut appliquer le Djoubanti à l'école. Avec les injustices, tous ces enfants qui sont exclus du système. Ça doit faire l'objet de Djoubanti. Les nouvelles autorités nous parlent de digitalisation. Il faudrait que la question de l'état civil, l'éducation doit être ce terreau justement fermé, que la question de l'état civil, qui constitue un goulot d'étranglement important, puisse être adressée à partir de ce principe. Les nouvelles autorités nous parlent de souveraineté. La souveraineté alimentaire, faisons en sorte que l'alimentation à l'école, qui permettrait à l'enfant non seulement de s'alimenter, mais ensuite d'avoir les habitudes alimentaires nécessaires. Parce qu'on parle du fondé et autres là. Il y a des enfants, actuellement à la maison, vous leur donnez du fondé, c'est un problème. Mais s'ils étaient préparés depuis l'école à manger local, peut-être qu'il y aurait moins de difficultés. Donc, tous ces principes qui sont soulevés, qui sont déclinés, pour nous, devraient avoir comme terreau d'expérimentation l'école. Et ça permettrait de régler la question de la santé à l'école, la question du set-setal qui a été prôné. J'imagine que durant ces les grandes vacances, les trois mois de vacances, le Premier ministre en premier, je regarde Badian, sera dans une école. Il va montrer la voie pour que nous tous nous puissions nous engager à rendre nos écoles salubres avant la rentrée. Donc tout ce que nous voulons faire dans la société, tous ces principes qui sont déclinés par les autorités, ils ont un terreau fertile avec l'éducation où vous avez la moitié des Sénégalais qui y sont pour l'expérimenter. Je vous remercie de votre attention. Ouais, merci beaucoup. Cher Mbo, merci beaucoup. Toujours aussi riche et pertinent, les propos que vous partagez sur l'éducation. Je pourrais vous entendre, vous écouter pendant des heures, avec beaucoup de plaisir et d'inspiration.